Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle séance, la troisième, consacrée à la séquence 2 de MC de la classe de 5e, intitulée, je vous le rappelle, « Les différentes dimensions de l'égalité et la conquête de l'égalité en France ». Alors la dernière fois, si vous en souvenez bien, nous avons étudié une étude de cas dans le cadre du pilier de la sensibilité et qui nous montrait les difficultés d'un couple homosexuel à être à égalité de chance concernant le droit à l'adoption avec les couples hétérosexuels aujourd'hui en France. Et donc nous allons poursuivre notre étude de l'égalité en France et de sa conquête aujourd'hui avec la première séance qui débouchera sur la leçon 1, une séance à dominante historique effectivement, puisqu'elle s'intitule « La conquête de l'égalité en France ». Grand C, donc, l'égalité en France, une conquête, avec comme problématique en quoi l'égalité en France, qui, comme le montre la diapositive, est une des trois valeurs républicaines d'aujourd'hui, hein, c'est même la valeur centrale entre liberté et fraternité, en quoi l'égalité en France est-elle le fruit d'un long et difficile combat? Nous avons vu lors de la toute première séance, la séance inaugurale, une caricature d'avant la Révolution française qui nous montrait que la France était le pays de l'inégalité. Donc, comment a-t-elle basculé progressivement dans l'égalité jusqu'à aujourd'hui? Alors en fait, très logiquement, l'égalité est devenue une réalité dans la société française avec la Révolution française de 1789, et on peut dater la naissance officielle de l'égalité au 26 août 1789, c'est-à-dire le jour même de la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fameuse DDHC, qui précise dans son article 1er que les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc le terme égalité apparaît très clairement dès l'article 1er et on le retrouvera tout au long du texte, en particulier dans l'article 6 qui nous précise que la loi doit être la même pour tous. Donc autrement dit, la loi est égalitaire, qu'elle protège ou qu'elle punisse, tous les citoyens sont égaux à ses yeux. Donc on retrouve cette idée d'égalité dans l'article 6 de la DDHC, et on la retrouvera aussi dans l'article 13, à travers un article consacré aux impôts, puisqu'une contribution commune, autrement dit un impôt commun à tous les Français, est indispensable, et elle doit être, cette contribution, également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Donc l'égalité est devenue une des raisons d'être de la société française à partir de 1789. Un siècle et demi plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a vu la France connaître des heures extrêmement difficiles puisqu'elle a perdu une guerre, a été envahie, occupée, et que les Français ont été privés à la fois de liberté, d'égalité et de fraternité, à la libération, ce qu'on a appelé la libération, c'est-à-dire le retour de la liberté de la France, quand la France s'est reconstruite. Vous verrez cela plus en détail dans le cadre du programme d'histoire de 3e. Il est apparu nécessaire de rappeler aux Français que la liberté, que l'égalité, que la fraternité, en un mot que la République, étaient de retour. Et c'est ainsi que le préambule, c'est-à-dire l'introduction au texte de la Constitution de la 4e République de 1946,
prévoit notamment que la loi garantit à la femme qui vient d'accéder au droit de vote, la femme qui est devenue une citoyenne, la femme, dans tous les domaines, obtient des droits égaux à ceux de l'homme. Ce texte sera confirmé quand la France changera de république en 1958, 12 ans après, puisqu'il précise dès son article 1er que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, c'est-à-dire que l'homme comme la femme peuvent se présenter à une élection, peuvent être candidats et être élus à la fonction pour laquelle ils se sont présentés. Donc on voit que l'égalité est devenue une colonne vertébrale, au même titre que la liberté et que la fraternité, c'est devenu une colonne vertébrale de la société française depuis la Révolution française, justement, de 1789. Mais entre les deux dates que nous venons de voir, c'est-à-dire la Révolution de 1789 et la France de la Ve République, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, eh bien, la conquête de l'égalité s'est faite à travers différentes étapes dont j'ai recensé les plus marquantes sur la frise chronologique qui apparaît maintenant à l'écran. On ne peut pas dire que la France ait connu une remarquable stabilité politique, puisqu'entre 1789 et aujourd'hui, la France a connu tous les régimes politiques possibles, monarchie, empire, 5 républiques différentes. Et c'est dans ce contexte historique un petit peu mouvementé que la conquête de l'égalité s'est inscrite par étapes. Et ce que l'on peut constater, c'est que la conquête de l'égalité s'inscrit presque exclusivement lors des républiques françaises, c'est-à-dire que c'est la République qui apporte aux Français l'égalité. Et encore une fois, c'est normal, puisque l'égalité est une des valeurs de la République. Et si on regarde, en fait, si on reprend toutes les dates, 1848 voit les citoyens français, riches et pauvres, peu importe, croyants, pas croyants, peu importe, urbains ou ruraux, là encore peu importe, tous les Français majeurs obtiennent le droit de vote, sont donc égaux devant le droit de vote en 1848, c'est un acquis de la Deuxième République, qui a duré peu de temps, certes, mais qui a accordé cette étape essentielle de la conquête de l'égalité aux Français. La Troisième République va instituer l'égalité devant l'accès au savoir, devant l'accès à l'éducation, en instituant l'école primaire publique obligatoire en France. Ce sont les lois Jules Ferry de 1882. La Troisième République va également créer une mesure qui va certes être relativement impopulaire, mais qui participe malgré tout de la conquête de l'égalité. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'impôt sur le revenu, qui fait que tout Français en mesure de payer l'impôt se retrouve dans l'obligation, parce que c'est obligatoire effectivement de participer à la contribution commune, comme on le disait dans le texte tout à l'heure. Le retour de la République va permettre à la française de devenir l'égale de l'homme en 1944, en obtenant le droit de vote presque un siècle, 96 ans pour être précis, presque un siècle après l'homme. La Ve République va aussi accorder aux couples homosexuels l'égalité devant le mariage avec la loi Taubira, la loi dite du mariage pour tous en 2013. Donc en fait, la démonstration est faite que toutes les grandes dates de la conquête de l'égalité sont liées à la République. La seule exception, me direz-vous, c'est justement la toute première conquête, 1789, la fameuse DDHC, Déclaration de droits de l'homme et citoyen. Oui, mais quand on sait que
la Première République va naître de la Révolution française, eh bien, en fait, le lien est indirect, certes, mais le lien avec la République est néanmoins établi et il reste très fort. Égalité égale République. Alors, l'égalité devant l'enseignement, devant l'éducation, devant le droit à l'éducation, devant l'égalité des chances, ne signifie pas forcément le même enseignement pour tous. Et l'école de la Troisième République, qui est fondée par la loi Jules Ferry en date du 28 mars 1882, nous montre bien que filles et garçons ont droit à des enseignements différents, puisque l'école des garçons, comme son nom l'indique, reçoit les enfants, les garçons. L'école des filles, comme son nom l'indique, c'est pour les filles, et ça va même plus loin, puisque dans la plupart du temps, pas toujours d'ailleurs, mais la plupart du temps, les garçons reçoivent un enseignement d'un instituteur, donc d'un homme. On l'aperçoit sur la photo à gauche au fond de la salle. Pour les filles, eh bien logiquement, c'est plutôt une institutrice que l'on aperçoit également attablée à son bureau au fond de la salle sur la photo cette fois-ci de droite. Et même si la plupart des enseignements sont des enseignements communs, comme le montre la photo, il y a des enseignements spécifiques notamment pour les filles. Les filles vont par exemple faire de la couture, on le voit bien sur la photo de droite, alors que les garçons en sont dispensés car on considère à l'époque que la couture c'est pas pour les garçons. On a là déjà ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un enseignement genré, peut-être, enfin discriminatoire peut-être effectivement d'une certaine manière. Disons que l'on distingue un enseignement primaire pour les filles et un enseignement primaire pour les garçons. Et du reste, cet enseignement genré, c'est-à-dire qui distingue les filles des garçons, est assumé, puisque on voit dans l'article 1er du projet de loi portant création de l'enseignement primaire obligatoire du 28 mars 1882, eh bien, on voit que suit toute une liste d'enseignements qui sont communs aux filles et aux garçons. Et on voit d'ailleurs la place de l'enseignement de notre histoire, de notre géographie, de la littérature française. On voit que c'est une éducation primaire qui est surtout centrée sur la France. Bon, c'était effectivement la logique de l'époque, mais on aperçoit tout en bas de l'article 1 que pour les garçons, il leur sera dispensé un enseignement à base d'exercices militaires, et pour les filles, les travaux à l'aiguille. Alors pour les garçons, je vous le dis tout de suite, les exercices militaires, c'est un peu exagéré. On va apprendre aux enfants à marcher au pas, on leur apprendra éventuellement à marcher calé sur l'épaule un faux fusil en bois. L'idée n'est pas d'en faire des militaires à l'âge de 10 ans, mais il est vrai que la France de 1882 est une France qui prépare activement la revanche contre l'Allemagne, la guerre perdue contre l'Allemagne en 1870. Et la France cherche à reprendre les territoires perdus de l'Alsace et de la Lorraine. Vous verrez ça quand vous serez en programme de 3e en histoire. Et c'est pour cela que la France décide que dès leur plus jeune âge, les enfants doivent apprendre l'amour de la patrie et doivent apprendre à se préparer aux futurs combats qui auront lieu, on ne sait pas quand, mais qui auront lieu fatalement pour venger l'honneur national. Et ça sera en fait en 1914. Mais même si les enseignements ne sont pas parfaitement identiques, malgré tout, il reste, et c'est ce que précise l'article 4 de la loi de 1882, que l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de 6 ans révolus, c'est-à-dire 6 ans passés, à 13 ans révolus.
Elle peut être donnée soit dans les écoles, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qui l'aura choisi, ce qu'on appelle les précepteurs, les enseignants à domicile, pour les familles riches par exemple. Mais cela veut dire quand même qu'il y a égalité des chances, puisqu'il y a égalité devant l'instruction. Et il est précisé, même si les termes sont assez flous, et laisse entendre que la question sera traitée plus tard, quand on aura le temps, mais il est prévu qu'un règlement, une loi, encadrera l'enseignement primaire aux enfants rendus différents par le handicap, et qui ne peuvent donc pas bénéficier d'un enseignement classique, c'est-à-dire les enfants sourds-muets et aveugles. Mais néanmoins, eux aussi ont droit, en dépit de leur handicap, à l'égalité devant le savoir, devant l'instruction, devant l'éducation primaire. Nous avons vu tout à l'heure que, à travers l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il était prévu que les Français devraient s'acquitter d'un impôt commun. Or, le fait est qu'il a quand même fallu attendre 1914 pour que, dans la douleur, après bien des négociations, après bien des reculs, soit voté par les députés et les sénateurs le principe de l'impôt sur le revenu en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet impôt sur le revenu n'a pas provoqué l'enthousiasme délirant des foules, comme nous le montre cette chanson de rue signée Albert Deligny, qui évoque la loi créant l'impôt sur le revenu de 1914, et dont je vous donne lecture, hein, j'avoue que je ne connais pas l'air, et c'est peut-être aussi bien que je ne la chante pas. Français, ô parfait contribuable, apprenez que nos députés, par qui les impôts sont votés, préparent des lois admirables. Dorénavant, pauvres et riches, selon ce qu'ils posséderont, prés ou marais, c'est-à-dire terrain de valeur ou terrain sans aucune valeur, châteaux ou niches, c'est-à-dire très belles demeures ou humbles taudis, sur leurs revenus paieront, c'est-à-dire que la loi impose l'égalité devant l'impôt. Les cotes, c'est-à-dire l'impôt sur les fenêtres qui, depuis la Révolution française, existait et qui, comme son nom l'indique, faisait que quand vous étiez propriétaire d'une maison, plus la maison avait de portes et de fenêtres, plus on considérait que vous étiez riche, quand bien même votre maison était une maison en ruine, et vous étiez obligé de payer l'impôt. Donc c'était un impôt qui était considéré comme profondément inégalitaire, parce que ne le payaient que les propriétaires, donc dès lors que vous n'étiez pas propriétaire d'une maison, vous ne payez pas l'impôt. Et puis après, il y avait des moyens de contourner l'impôt. Le plus simple était de faire murer des portes et fenêtres, et je vous assure que ça se faisait beaucoup à l'époque. On murait volontairement des portes et fenêtres pour éviter de devoir payer l'impôt appelé les cotes. Donc cet impôt-là, plus quelques autres, qui étaient là encore des impôts très inégalitaires parce que payés uniquement par les propriétaires, eh bien tous ces impôts, objets de nos réclamations, à tout jamais vont disparaître, et par ce merveilleux système qu'est l'impôt sur le revenu, nous tous, Français, serons de même, ayant tous le derrière nu. Alors là, cette chanson finit sur une note très ironique, c'est-à-dire que oui, les Français seront tous égaux devant l'impôt, parce qu'ils seront tous tondus jusqu'au dernier brin de laine, comme des moutons. Donc c'est une manière de dénoncer l'impôt. Malgré tout, même s'il est égalitaire, l'impôt reste impopulaire, on n'aime pas que l'argent parte de notre portefeuille pour aller remplir les caisses de l'État. Et comme le montre cette affiche que vous avez présentement sous les yeux, eh bien cet impôt sur le revenu qui aujourd'hui nous paraît le plus juste, puisque vous le verrez,
ceux qui en ont les moyens le payent et le payent en fonction de leurs moyens, eh bien cet impôt a malgré tout été très très mal ressenti et on voit sur cette affiche un comité central d'études et de défense fiscale qui est farouchement opposé à l'impôt sur le revenu et qui présente les inspecteurs des impôts avec leur casquette rouge comme des brigands, comme des voleurs qui viennent braquer littéralement l'honnête commerçant, pendant que le ministre des Finances, Joseph Caillaux, lui-même vient visiter les livres de compte du commerçant pour vérifier qu'il est bien à jour de ses factures et qu'il n'a pas cherché à dissimuler de l'argent. Donc en fait, l'honnête commerçant se fait braquer par ceux qu'on appelait à l'époque les apaches, c'est-à-dire les voyous, et les voyous sont les agents des impôts, les agents du fisc, qui viennent chercher jusque dans la poubelle du commerçant la preuve que le commerçant cherche à ne pas payer correctement l'impôt, cet impôt personnel et inquisitorial, c'est-à-dire contraire à la vie privée, puisque, encore une fois, on va chercher dans votre vie, y compris votre vie privée, tout l'argent que vous avez pu chercher à mettre de côté pour qu'il échappe au contrôle de l'État. Tout simplement parce que cet impôt, qui nous paraît aujourd'hui égalitaire, n'était pas considéré à l'époque comme égalitaire, justement. Et la raison, elle est simple, c'est que seuls les contribuables, c'est-à-dire les gens qui payent l'impôt, les citoyens qui payent l'impôt, ayant un revenu de 5000 francs de l'époque au minimum, ce qui représente une somme très importante, gagner 5000 francs en 1914, croyez-moi, c'est pas à la portée des gens les plus modestes. Eh bien, seuls les contribuables ayant un revenu de 5000 francs de l'époque, déduction faite selon la situation familiale, mariage, personnes à charge, les enfants, etc., seront concernés par le paiement de l'impôt. Et on estime qu'en 1914, ça représente à peine 500 000 Français sur une population de 41 millions d'habitants. Donc en réalité, cet impôt qui se présente comme égalitaire et universel, c'est-à-dire concernant tout le monde, en réalité touche un tout petit nombre de personnes. C'est pour ça qu'il est assez mal vécu à l'époque par ceux qui vont devoir le payer. Plus près de nous, le combat de longue haleine, c'est-à-dire un combat qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, un combat de longue haleine pour la légalisation du mariage pour tous, autrement dit, la légalisation du mariage homosexuel, cette mesure qui permet aux couples homosexuels d'être à égalité devant le mariage avec les couples hétérosexuels. Alors en fait, il y avait eu une première victoire des homosexuels en 1999, une victoire déjà dans la douleur, une victoire difficile qui avait permis aux couples homosexuels une première forme de reconnaissance officielle de leur couple, première reconnaissance devant la loi, à travers ce qu'on avait appelé le pacte civil de solidarité, le fameux PACS, qui était ouvert à tous les couples, y compris d'ailleurs les couples hétérosexuels, et d'ailleurs au moins 90% des couples étaient des couples hétérosexuels, mais ce PACS était ouvert aux couples homosexuels et cela a été considéré comme une première étape vers la reconnaissance de l'égalité entre couples hétérosexuels et homosexuels. Mais malgré tout, ça n'était pas la parfaite égalité, la vraie égalité, puisqu'en 1999, le mariage homosexuel n'est pas reconnu devant la loi. C'est pour cela qu'en 2004, le maire de Bègles, dans le sud-ouest de la France, le maire de Bègles qui s'appelle Noël Mamère, qui est le moustachu debout derrière les deux mariés sur la photo de droite, va prendre le risque de célébrer en toute illégalité, parce qu'il ne peut pas ne pas savoir que ce qu'il va faire est illégal, il le sait très bien que c'est illégal, c'est même pour ça qu'il le fait, il va célébrer illégalement un mariage homosexuel,
Et comme vous pouvez le voir sur la photographie, les médias sont invités, donc ça va faire la une du journal télévisé, on va en parler, ça va faire le buzz comme on dirait aujourd'hui. Donc le mariage va être invalidé, c'est-à-dire qu'il va être cassé par décision de justice, il va être annulé si vous préférez. Et comme le maire a volontairement commis un acte illégal, eh bien il va en subir les conséquences puisqu'il va être temporairement suspendu de ses fonctions. Et oui, dans un combat, il faut accepter de prendre des coups, puisque dans un combat, on prend des coups, mais on en donne aussi. Et le fait est que l'accès des homosexuels à l'égalité devant le mariage va être relancé quelques années plus tard par un candidat à la présidentielle qui s'appelle François Hollande et qui va d'ailleurs être élu et qui, en 2012, va tenir son engagement de campagne présidentielle, c'est-à-dire les promesses qu'il avait faites aux Français pour les inciter à voter pour lui. Et l'engagement de campagne numéro 31 était justement de proposer une loi autorisant le mariage, reconnaissant le mariage homosexuel en France. Il va confier le projet de loi à sa ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est le titre officiel, et qui s'appelle Christiane Taubira, qui va se battre comme un chiffonnier, je devrais même dire comme une chiffonnière, pour convaincre les députés, mais aussi l'opinion publique, de la nécessité, encore une fois, d'offrir l'égalité des droits, ni plus ni moins, aux couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels. Et le fait que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été simple du tout. La France s'est littéralement coupée en deux, la société française s'est déchirée en deux, parfois jusque dans les familles. Il y a des Français qui se sont durablement fâchés les uns avec les autres, entre les pro-mariage homosexuels et les anti-mariage homosexuels. Bon, finalement, la loi elle a été adoptée dans la douleur, et le premier mariage homosexuel a été reconnu par la loi le 29 mai 2013. Depuis, force est de reconnaître, de constater que ça ne fait plus le buzz, on n'en parle plus, il semble que ça soit rentré dans les mœurs. Il n'y a plus aujourd'hui d'hommes ou de femmes politiques majeurs, c'est-à-dire qui ont une chance de gagner la prochaine élection présidentielle, qui proposent de revenir sur ce mariage homosexuel. De toute façon, ça serait légalement, juridiquement impossible. Il est temps de passer à l'exercice qui, comme vous pouvez le voir, a une forte dimension chronologique. Que voulez-vous, le prof d'histoire est jamais très loin derrière le prof de MC, c'est bien connu. Alors, juste une petite remarque préliminaire. J'ai modifié légèrement le texte d'une des cases de la colonne de droite. C'est celle que j'ai cerclée de rouge, entourée de rouge pour que vous puissiez la voir. Parce que je me suis rendu compte, mais un peu tard, les photocopies étaient déjà faites, que la formulation du texte ne vous permettait pas de retrouver facilement la date. Bon, donc là, j'espère que ça sera plus simple avec cette nouvelle formulation. Je vous invite à modifier votre fiche, même avec du blanco, c'est pas très grave. Donc l'idée, c'est d'associer une date et un régime politique. Alors ça, je l'ai déjà fait pour vous parce que c'était pas le plus facile et puis c'est pas l'objet de la séance. On n'est pas en cours d'histoire. Donc les deux tiers, les deux premières colonnes sont déjà complétées. Il vous reste maintenant, et ça c'est plus facile, et c'est plus civique, c'est plus dans le cadre de l'EMC, il ne vous reste plus qu'à associer la date et le régime à l'étape de la conquête de l'égalité que nous avons étudiée ensemble. Voilà, mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice, et je vous dis à tout de suite, ou à bientôt plutôt, pour le corriger.
voici le corrigé de l'exercice. Alors justement, la fameuse case que j'ai reformulée, celle qui posait problème, c'est justement parce que c'était la toute première. Effectivement, l'égalité devient une des valeurs de la République sur la base du texte de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et ça correspond justement à la Première République. Après, la Deuxième République, c'est le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour tous, pour tous les hommes. 1882, l'école publique, gratuite, obligatoire, ouverte à tous les enfants, filles et garçons, en France. 1944, le gouvernement provisoire de la République française qui permet enfin à la française d'être légale en tant que citoyenne, légale du citoyen, légale de l'homme, en lui accordant le droit de vote et d'éligibilité à son tour. 1946, l'égalité femmes-hommes est proclamée dans tous les domaines, pas seulement la vie politique, la vie économique, la vie sociale, dans tous les domaines. Et en 2013, comme nous l'avons vu, les couples homosexuels, la loi Taubira, qui accèdent aussi au droit au mariage civil en France, sous la Ve République. Voilà. Alors, il est temps de lire ensemble la leçon, la première leçon de la séquence, intitulée « L'égalité en France, une conquête ». Donc je vous invite à en prendre connaissance avec moi et bien entendu de ne pas oublier de l'apprendre. Avant la Révolution de 1789, la Société des Trois Ordres d'Ancien Régime, celle de la caricature que nous avons vue en tout début de séquence, était fondée sur l'inégalité sociale et le bénéfice de privilèges réservés à une minorité. L'égalité est proclamée en 1789 au début de la Révolution française en tant que droit sacré et inaliénable, c'est-à-dire que personne n'a le droit de vous enlever, de vous retirer, c'est un droit à vie, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fameuse DDHC. L'égalité est une valeur fondatrice de la République. Les progrès les plus marquants dans le domaine de l'égalité ont été réalisés depuis le XIXe siècle, sous les différentes républiques. L'égalité s'est imposée très progressivement et lentement. Concernant le droit de vote et d'éligibilité, c'est-à-dire le droit de se porter candidat à une élection, un siècle fut nécessaire pour combler l'inégalité entre hommes, 1848, et femmes, 1944. L'égalité est en effet le fruit d'un long et difficile combat, comme en atteste la reconnaissance par la loi en 2013 du droit au mariage homosexuel en France. Des inégalités persistent en France malgré la loi. Ainsi, nous l'avons vu lors de la séance 2, l'accès à l'adoption des couples homosexuels est beaucoup plus difficile aujourd'hui en France que pour un couple hétérosexuel. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur la conquête de l'égalité en France. Je vous souhaite un bon apprentissage de la leçon et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance.